Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'étude de marché. Je suis Maude Flutaz. Je suis Géraldine Pralon. Nous sommes toutes les deux conseillères en création et reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie. Nous allons donc vous proposer de dérouler en intégralité le diaporama d'intervention et de nous réserver, comme d'habitude, un temps de questions-réponses à la fin. À tout de suite. Parti. Nous allons donc aujourd'hui vous sensibiliser à l'intérêt d'une étude de marché, ou plutôt vous faire comprendre que c'est une étape vraiment essentielle dans vos démarches de création d'entreprise. Donc, on va refaire un petit focus sur ce qu'est précisément une étude de marché et quels en sont les objectifs. Puis, on rentrera dans la méthodologie de savoir quand et comment faire. Et nous conclurons par les bons conseils. Donc, tout d'abord, définition et objectif. Donc, à l'écran, voici la définition d'une étude de marché. C'est un travail méthodique de collecte et d'analyse d'informations permettant de mieux comprendre et connaître un marché, un public ou une offre, et ayant pour finalité de prendre de meilleures décisions marketing. Donc, nous allons, tout au long de ce webinaire, décrypter, décortiquer cette définition. Une étude de marché, ça doit principalement vous permettre d'évaluer et de minimiser les risques liés à votre projet au travers, et on va le revoir en détail, de l'analyse de votre secteur d'activité, vos concurrents et surtout vos clients, de vérifier également l'existence d'un volume de clients suffisant pour être rentable et définir la stratégie commerciale la plus adaptée pour capter vos clients cibles et générer du chiffre d'affaires. Donc, l'étude de marché, c'est le passage obligé. En effet, elle va vous permettre de mieux connaître les grandes tendances et les acteurs de votre marché, c'est-à-dire les clients, les concurrents, les fournisseurs, et donc de vérifier l'opportunité de vous lancer. Elle va vous permettre de réunir suffisamment d'informations pour fixer les hypothèses de chiffre d'affaires. Elle va vous permettre aussi de faire les meilleurs choix commerciaux pour atteindre vos objectifs. Et elle va également vous permettre de fixer de manière la plus cohérente possible le mix marketing, c'est-à-dire votre positionnement en termes de prix, d'emplacement, de stratégie commerciale et moyens de distribution. Elle vous permet enfin d'apporter des éléments concrets qui vont servir à établir un budget prévisionnel. En fait, l'étude de marché, elle valide la pertinence de votre projet ou alors elle vous conduit à le recadrer ou finalement l'abandonner. Alors, quand et comment mener son étude de marché? L'étude de marché, elle fait bien partie du business plan. Elle se positionne juste après la définition de votre modèle économique et avant vraiment le plan d'affaires, c'est-à-dire la rédaction, le déroulé opérationnel et stratégique du business plan. Donc, en amont de tout projet, vous le savez, et si vous avez suivi d'autres webinaires, on vous y a déjà sensibilisé, mais il est très important de définir votre modèle économique. Le modèle économique, il décrit le principe selon lequel votre entreprise crée de la valeur. Vous allez peut-être créer un concept, un nouveau produit, un service qui va répondre à une problématique client. Vous allez créer du plus pour votre client. Un modèle économique, ça décrit également le principe selon lequel vous délivrez de la valeur. Donc, il faut savoir à qui vous vous adressez, comment apporter votre produit ou service, comment le mettre à disposition en répondant à une problématique client. Et puis, vous devez également, bien sûr, capturer de la valeur. Vous devez déterminer comment votre entreprise va générer du revenu, quelle richesse elle va créer et qu'est-ce que ça va lui rapporter. Donc, le modèle économique, c'est vraiment l'architecture de votre projet. Ça va vous permettre de détailler ensuite tous les éléments de marché qu'on a déjà cités, votre secteur d'activité, vos concurrents, vos clients. C'est donc très important d'avoir défini ce modèle avant de réaliser votre étude de marché, puisque le modèle économique va cadrer en fait vos recherches dans l'étude. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure dans la définition d'une étude de marché, votre travail principal, ça va être de collecter de l'information sur votre secteur d'activité, sur vos concurrents et sur vos clients. Donc, il n'y a pas d'ordre dans cette collecte d'informations. Chaque jour, vous allez obtenir des données et vous allez les ranger dans les rubriques correspondantes. Viendra ensuite la phase d'analyse de toutes ces données. Et puis, nous reviendrons à la fin du diaporama sur les sources d'informations que vous pourrez exploiter donc, pour chacune de ces thématiques. Alors, pour illustrer notre méthode, parce qu'on va vous donner beaucoup d'informations, on s'est dit qu'on allait utiliser un cas pratique, parce que ce serait peut-être plus parlant pour tout le monde. Et on est parti de l'exemple de la création d'une supérette indépendante de quartier qui va proposer des produits bio et locaux et qui souhaite s'implanter sur la rive est du lac, aux alentours de Véry. Alors,
Sur le champ du secteur d'activité par rapport à la collecte d'informations, il y a plusieurs points qui sont étudiés, notamment s'il existe une réglementation liée à votre activité. Cette recherche, elle peut faire ressortir dès le départ des points bloquants. Par exemple, si je décide de devenir agent immobilier, je vais voir que cette activité est réglementée par la justification d'un niveau d'études minimum et aussi une capacité financière. Donc cet aspect réglementaire, il fera aussi partie de votre quotidien tout au long de la vie de votre entreprise, puisqu'il faut savoir que le contexte réglementaire de toute entreprise évolue en permanence, d'où l'importance d'être en veille permanente. Par exemple, une décision de la Commission européenne peut à terme impacter votre activité. Autre exemple qui parlera à tous, Airbnb qui s'est implanté sur une niche et qui, fort de son succès, s'est vu peu à peu imposer des barrières réglementaires. L'autre point à réaliser est d'analyser de manière macroéconomique son marché. Donc là, il faudra identifier qui en sont les acteurs, les tendances de ce marché, les habitudes de consommation, réapprendre à connaître ce secteur si on y a déjà travaillé, ou au contraire s'acculturer s'il est nouveau. Pour cette partie, vous pouvez trouver des informations auprès de la Chambre de commerce sur notre site internet. Dans la rubrique Économie et territoire, vous avez un onglet qui s'appelle CCI Info Éco. C'est un moyen simple et rapide de disposer de données claires, synthétiques, sur les chiffres clés, des tableaux, des graphiques, des liens utiles qui sont présélectionnés sur les tendances de marché, des annuaires, des listes d'entreprises. Il faudra aussi, par ailleurs, collecter de l'information sur, alors notamment pour les activités d'achat-revente, sur les fournisseurs du secteur, voir également la substituabilité des offres, leur importance dans la qualité finale du produit ou sur la structure des coûts en termes de chiffre d'affaires et de marge, et puis les prix pratiqués. Il faudra pointer également par rapport à ces fournisseurs quel est le délai de paiement, délai de livraison, quels sont veiller à contrôler sa livraison en termes de quantité, de qualité, voir la possibilité de suivre la livraison en temps réel, et puis voir aussi la qualité du service après-vente de ces fournisseurs. Finalement, il faut dresser une liste de ces fournisseurs qui sont présents sur le marché avec leurs points forts, leurs points faibles, de faire ressortir donc les plus intéressants en vue du lancement de votre projet d'entreprise, et puis voir la marge de négociation que vous avez sur le secteur, voir si le fournisseur a un monopole et que du coup il vous impose une tarification ou au contraire que vous allez pouvoir faire jouer la concurrence. Et puis pour certains, le produit que vous allez commercialiser est innovant et donc par définition il n'y a pas encore de marché. Et donc là vous allez trouver peu d'informations sur cette partie macroéconomique. Cependant, cette analyse va vous permettre de mettre en exergue la place évidente que prendra votre produit innovant par ce manque. Justement. Alors, si on applique l'analyse du secteur d'activité à notre cas pratique, notre porteur de projet qui veut ouvrir son épicerie bio du côté de Verrier, en termes de réglementation, il va vite se rendre compte en démarrant ses recherches que l'ouverture d'un local est donc soumise à la réglementation des ERP, des établissements recevant du public, et du coup qu'en termes d'aménagement, de dispositifs de sécurité, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place et que ça peut aussi avoir un coût et un délai. En termes d'affichage, évidemment, un commerce de détail en plus alimentaire, il va y avoir beaucoup de choses à préciser sur les affichages en termes de prix, de provenance, de date de péremption des produits. Il va également falloir respecter un certain mode de conditionnement des marchandises. Et si la vente est opérée après 22 heures, il se peut que le porteur de projet doive détenir le permis d'exploitation et donc suivre une formation particulière. En termes de tendance du marché, il va également se rendre compte que globalement, le marché du bio reste un marché porteur avec un niveau de fréquentation en magasin maintenu, mais malgré tout un contexte inflationniste et une baisse du panier moyen et donc du pouvoir d'achat des clients. Il va aussi vite se rendre compte que s'agissant d'un des rares marchés encore en développement, forcément, il y a une intensité concurrentielle qui est réelle et que du coup, c'est maintenant des concepts qui se sont démocratisés, il y a une certaine dilution de l'offre et il y a beaucoup de franchises qui se sont installées et qui arrivent dans tous les cas à gagner facilement la confiance des ménages. Donc, il y a quand même un positionnement particulier à adopter et puis que les gens aujourd'hui ont tendance à plutôt privilégier le local au bio, on va dire labellisé, notamment pour des raisons de prix, puisque le bio est souvent plus cher alors que le local peut être
en termes, on va dire, de production, de méthode de production et de qualité nutritive aussi intéressant que le bio. Innovation. Alors, la création d'une épicerie de proximité n'est absolument pas un projet innovant. Pour autant, dans cette activité traditionnelle, on peut imaginer plein d'innovations intéressantes. Donc là, notre porteur de projet, en l'occurrence, il s'est dit, et c'est ressorti de son étude de marché, que le problème d'un commerce de détail, c'est qu'il est tributaire de certaines amplitudes horaires et donc de jours et d'heures d'ouverture, et que du coup, il y a certains clients qui pourraient avoir besoin de certains produits en dehors de l'ouverture de magasin. Donc, il s'est dit, je vais mettre en place un distributeur de produits automatique de première nécessité qui sera accessible 24 heures sur 24. Il a rapidement également identifié que certains clients et certaines typologies de clients de proximité étaient fervents de click and collect et ou de services de livraison. Il s'est dit également qu'il serait judicieux de trouver une manière de valoriser les invendus, notamment tous les produits qui se rapprochent de leur date limite de consommation. Il s'est dit qu'il pouvait également envisager de faire un point relais et pourquoi pas organiser un petit poste café à emporter à l'entrée du magasin. Et puis sur la partie fournisseur, bien évidemment, le gros de son travail va consister à sourcer des producteurs locaux de qualité qui répondent à son cahier des charges et également à s'intéresser à certaines centrales d'achat ou coopératives qui proposent des groupements de producteurs et souvent du coup des tarifs intéressants. Donc, en ce qui concerne la collecte de ces données économiques sur votre secteur d'activité, vous pouvez consulter les chambres consulaires, donc chambres de commerce, chambres des métiers, selon votre domaine d'activité. Je vous rappelle que pour la CCI, vous avez CCI Info Éco sur notre site internet, qui est un moyen simple et rapide de disposer de données claires et synthétiques, avec des chiffres clés, des tableaux, des graphiques, des liens utiles présélectionnés. Vous retrouvez aussi des données sur le site de la Chambre de métiers. Vous avez également d'autres sources comme l'INSEE, comme le CREDOC, qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Vous avez un site qui est une mine d'informations sur la création d'entreprises, qui est BPI France Création. Donc là, il ne faut pas hésiter à le visiter. Et puis, bien sûr, vous avez les syndicats liés à votre activité, la presse spécialisée comme LSA, qui est toute l'activité de consommation des ménages et de la grande distribution. Il peut y avoir aussi l'Observatoire de la consommation. Donc, il y a de nombreuses études de consommation qui sont disponibles dans toute la presse spécialisée. Ce qu'il faut faire attention toutefois, c'est que les chiffres qui sont présentés sont des chiffres nationaux. Donc après, il faut penser à les décliner à l'échelle de votre territoire et donc à fonctionner en entonnoir. Pour votre recherche sur Internet, pensez aussi à utiliser des ordinateurs de proches, pas forcément rester sur le vôtre pour passer outre en fait les algorithmes de recherche qui sont enregistrés sur votre ordinateur. Et puis, faites bien des copier-coller des liens, des articles des différentes sources que vous enregistrez, puisqu'après, il faudra forcément porter la référence dans votre business plan final. Et puis, il faut, dans votre logique de recherche, il faut toujours penser, je collecte de l'information, mais je collecte de l'information pour l'analyser dans un deuxième temps. Donc, il faut bien penser sur ces deux rythmes, collecter de l'info et analyser, et puis collecter de l'information, surtout par rapport à votre lieu d'implantation, si c'est important dans la mise en place de votre projet, donc pour être plus efficace dans ces deux étapes, collecte et analyse. Alors, en termes de rendu, voilà, on reprend également notre cas pratique pour l'épicerie locale et bio. Voilà typiquement le genre de données qu'a pu récolter notre porteur de projet. Donc, vous le voyez, plusieurs informations autour de la réglementation liée à l'activité et puis ensuite des éléments de tendance de consommation avec des articles, comme disait Géraldine, issus de LSA, par exemple, de l'Observatoire de la société des consommations et puis également des données au niveau de l'INSEE sur, on va dire, les grands acteurs de ce secteur d'activité-là. Voilà, en termes de rendu, c'est typiquement des choses que vous pouvez obtenir, voire, on va dire, délivrer de la sorte. Après, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de les analyser et d'en extraire dans votre business plan la substantifique moelle. Une fois donc l'étude macroéconomique menée, vous allez passer à l'étude de la concurrence, qui là pour le coup est une étude, à mon sens, qui est plutôt facile à mener et qui est toujours riche d'enseignements.
Connaître vos concurrents, ça va surtout vous permettre d'affiner votre connaissance du marché, votre connaissance des produits et des services, et au final, toujours d'affiner les besoins de vos clients. Donc, essayez dans cette étude de la concurrence d'être le plus exhaustif possible et interrogez-vous par exemple sur vos concurrents directs bien sûr, mais aussi les possibles nouveaux entrants ou les offres de substitution. Au démarrage du marché du bio, on va dire, quelqu'un qui voulait ouvrir un commerce de proximité, il a rapidement dû identifier de nouveaux entrants que sont les grandes surfaces, puisque à l'époque, les grandes surfaces n'étaient pas spécialement positionnées sur ce secteur, alors qu'aujourd'hui, elles ont toutes leur marque en propre de produits bio et leurs rayons dédiés. Et puis, les offres de substitution, bah, ça pouvait être par exemple, et ça l'est encore aujourd'hui, hein, tout le réseau des producteurs bio qui organisent par exemple des ventes directes à la ferme. Donc ça, c'est toujours intéressant, bien sûr, de vous concentrer sur les concurrents directs, mais de toujours garder un œil sur les nouveaux entrants et les offres de substitution. Il y a deux manières de conduire l'étude de la concurrence, les recherches Internet, on peut dire autonomes, et puis l'observation directe sur le terrain. Donc, l'étude de la concurrence, elle doit vous permettre de connaître parfaitement le fonctionnement de vos confrères. Qui sont-ils? Où sont-ils implantés? Depuis quand? Qu'est-ce qu'ils proposent? À quel prix? Avec quel fournisseur? Vos concurrents, quelle que soit la nature de votre projet aujourd'hui, ils disposent tous à minima d'un site internet vitrine sur lequel vous pourrez déjà trouver beaucoup d'informations sur leur offre, leur process commercial. Vous pouvez même parfois demander des devis, vous pouvez poser des questions, vous pouvez lire les conditions générales de vente. Tout ce qui est également mention légale du site, ça vous fournira des informations déjà sur la forme juridique de vos concurrents. Et puis, ça peut également vous renseigner, par exemple, sur l'agence de communication qui a fait le site, si vous le trouvez ergonomique et performant. L'objectif au final dans cette étude, c'est de déterminer vos propres avantages concurrentiels, votre valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Et la méthode d'étude, elle dépendra bien sûr de votre positionnement, que vous soyez en B2C ou en B2B. L'observation directe, comme son nom l'indique, ça consiste par exemple, pour des projets d'ouverture de commerce ou de restaurant, à vous poster devant les concurrents et à relever, par exemple, le passage client à diverses heures et jours de la semaine. Vous pouvez bien sûr aussi directement consommer les prestations et jouer quelque part les clients mystères pour vivre en live l'expérience client et être d'autant plus objectif dans votre analyse. Par contre, ce qu'on préconise aussi aujourd'hui souvent à nos clients, c'est de se dire que c'est plus forcément nécessaire d'être en mode espion et qu'il semblerait qu'on soit entré dans une ère où le simple échange de bonnes pratiques est possible si on ose le demander. Géraldine, elle a accompagné il y a quelque temps, par exemple, une wedding planner qui, pendant son étude de marché, a appelé ses concurrents. Et au final, les échanges se sont tellement bien placés qu'ils ont convenu entre eux de s'orienter mutuellement les clients si l'un ou l'autre était peut-être complet. Idem, moi j'ai accompagné il y a quelques années l'un des premiers porteurs de projet local qui a monté une épicerie vrac ambulante. Lui, à l'époque, comme il était un peu pionnier sur notre territoire, il a rapidement identifié des concurrents dans d'autres régions de France. Il les a appelés et clairement, ça a été extrêmement enrichissant en termes d'échange de bonnes pratiques. Donc voilà, n'hésitez pas. Parfois, quand on ose, ça peut rapporter gros. En termes de rendu, cette étude de la concurrence, on vous conseille de la présenter sous forme de tableau pour que ce soit plus pratique et plus lisible. Donc, comme vous le voyez affiché, vous allez nous dire qui sont vos concurrents. L'année de création, je trouve que c'est toujours intéressant pour mesurer justement, on va dire globalement, la maturité du marché et puis préciser leur localisation géographique si tant est que ça ait un intérêt dans votre projet. Bien sûr, il faudra décrire au maximum leurs produits, leur politique tarifaire, la manière dont ils communiquent et dont ils distribuent leurs produits. Et puis, dans l'idéal, il faudrait arriver à obtenir leur chiffre d'affaires. Donc ça, aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident qu'il y a quelques temps, puisque la majorité des sociétés déposent leurs comptes avec des clauses de confidentialité. Donc, c'est vrai que gratuitement, ce n'est pas forcément toujours possible d'obtenir les chiffres d'affaires. Là encore, parfois, si on ose les demander, il y a des confrères qui peuvent vous donner à minima des fourchettes de valeur. Et puis, ce qu'il faut, c'est être malin, hein, c'est faire jouer le réseau, en échanger avec votre expert comptable, approcher pourquoi pas les centres de gestion agréés, certains organismes de financement qui pourront vous dire à peu près dans quelle tranche se situent vos concurrents. Tout ça dans l'idée, vous, dans un second temps, d'affiner vos propres hypothèses de chiffre d'affaires. Les deux colonnes, à mon sens, les plus importantes dans ce tableau, ce sont les deux dernières.
les avantages et les inconvénients, selon vous, pour chacun de vos concurrents. Parce que l'objectif de ce tableau, vous l'aurez compris, c'est de lister et de quantifier vos concurrents, mais c'est surtout de définir votre valeur ajoutée et votre positionnement par rapport à ce qui existe déjà. Et puis, il y a une autre, on va dire, forme de synthèse de la concurrence. En complément du tableau ou en remplacement du tableau, c'est ce qu'on appelle le mapping. Là, du coup, c'est sous forme de carte. Et c'est vrai que visuellement, on voit peut-être plus facilement où est-ce que vous souhaitez vous positionner ou parfois même où est-ce qu'il y a de la place à prendre. À ce moment-là, c'est à vous de personnaliser les indicateurs en abscisse et en ordonnée par rapport aux éléments récoltés et par rapport aux caractéristiques de votre projet. Il faut choisir des indicateurs qui soient les plus pertinents. Alors, pour notre cas pratique, toujours, voilà typiquement 2 exemples de concurrents et d'éléments à faire ressortir. Bon, il a cité Biocoop, hein, qui est aujourd'hui, on va dire, le réseau de coopératives peut-être le plus implanté en local. Création de l'enseigne en 1986, 4 magasins sur la Haute-Savoie, un positionnement vraiment 100% bio avec une forte valorisation du local. Ils prennent en compte aussi tout ce qui est régime alimentaire spécifique et notamment les gens qui sont intolérants au gluten, et puis le fonctionnement globalement est coopératif. En termes de produits, ils proposent une large gamme d'alimentaires, de traiteurs, d'hygiène et d'entretien. On est sur des prix plutôt moyenne gamme. Ils distribuent donc sous forme de coopérative. La communication, c'est beaucoup sur la fidélité, l'engagement, puisque on adhère à la coopérative et du coup, on doit participer concrètement à la gestion du magasin. Et puis, beaucoup de programmation d'événements et d'ateliers. Point fort, variété des produits. En général, la qualité des locaux, avec des tailles et des lieux d'implantation qui sont souvent numéro 1. Et puis, une notion d'accueil et de conseil avec de vraies valeurs fortes. Monoprix également, l'enseigne que vous connaissez tous, hein, création en 2004, 600 magasins sur France, donc 2 sur Annecy. Là, on est sur un positionnement beaucoup plus généraliste, mais on est sur une offre qui est originale et qui est renouvelée. Les produits, ils proposent de tout, hein, clairement, c'est un supermarché, donc de l'alimentaire, du traiteur, l'hygiène, entretien, on a même du prêt-à-porter, de la décoration, de la presse. On est plutôt sur prix moyen haut de gamme. C'est une enseigne nationale avec un gros budget communication, des programmes de fidélité assez intéressants et des promotions très régulières, un ton très décalé dans la communication, donc là encore un ciblage client assez fin, et puis un gros maillage du territoire. Voilà pour ce tableau. Et puis du coup, toujours adapté à notre cas pratique, là, on vous a proposé un mapping avec les principaux concurrents qu'a étudié notre porteur de projet et son positionnement à lui, vous voyez, sur un niveau de spécialisation du bio qui est quand même plutôt conséquent, mais surtout une valeur ajoutée sur la notion de service et de conseil personnalisé. Les éléments à récolter sur vos concurrents, la chambre de commerce, on va dire globalement les consulaires, CCI et CMA disposent encore de fichiers d'entreprise, donc on peut, sur votre demande, vous donner des fichiers qualifiés. Restez bien en veille sur tout ce qui est presse professionnelle, syndicats et fédérations. C'est vrai que selon les métiers, ils sont plus ou moins actifs, mais dans certains, ils sont vraiment extrêmement bien organisés et ils tiennent, par exemple, des notes de conjoncture et ils peuvent de ce fait être extrêmement intéressants pour vous. Société.com, qu'on passe sur la partie, on va dire, un petit peu plus chiffrée, juridique. Et puis, comme on l'a dit déjà largement, les sites internet de vos concurrents et l'observation directe. Donc, passons maintenant à l'étude de la clientèle. D'abord, une première chose, parce que souvent, vous voulez vendre à tout le monde, vous ne voulez pas forcément segmenter votre clientèle, mais quand on veut vendre à tout le monde, eh bien, on vend à personne. Donc, c'est vrai que pour vendre efficacement, il faut segmenter sa clientèle, donc il faut faire des choix. Alors, qu'est-ce qu'un segment de clientèle? Sa définition, on dit qu'un segment de clientèle, c'est un groupe homogène de personnes ou d'entreprises qui ont un même besoin, avec qui on utilisera les mêmes canaux de distribution, avec qui on aura la même communication, le même prix, la même relation client. Alors, il n'existe pas une bonne segmentation, il faut choisir la plus adaptée à votre offre. Alors, quels sont les critères de segmentation? On peut en voir 3. Il y a les comportements, donc le mode de consommation, les valeurs, les croyances, les occasions d'achat de vos clients, notamment au niveau des périodes de fête comme à Noël, l'usage par rapport aux produits. Par exemple, si je vends un téléphone, le téléphone, il peut passer des SMS, il peut permettre d'interroger Internet, mais il sert surtout à téléphoner. Il peut y avoir des critères sociodémographiques. Quel est l'âge de ma clientèle, le sexe, la catégorie socio-professionnelle?
Et puis enfin, des critères psychographiques qui sont le style de vie, la personnalité de vos futurs clients. Alors, prenons un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Je décide de créer mon salon de coiffure en centre-ville, d'Annecy par exemple, et donc là, je vais avoir plusieurs segments de clientèle possibles. Il va y avoir le segment salarié du quartier, il va y avoir le segment famille du quartier, il va y avoir le segment particulier qui viennent faire du shopping dans le quartier, il va y avoir le segment personnes âgées du quartier. Donc, il va falloir déterminer lequel de ces segments est ma cible principale par rapport à l'offre, à ma proposition de valeur que j'ai décidé de mettre en place. Donc, pour vous aider à segmenter votre clientèle, vous devez faire du profiling client, c'est-à-dire vous mettre vraiment dans la peau de vos clients. Et pour ça, on peut utiliser deux outils qui viennent du marketing. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la carte d'empathie, et puis après, plus finement, le persona. Et puis le deuxième outil, les enquêtes clients, que nous allons découvrir tout de suite. Donc, pour mieux comprendre les besoins de vos clients, il faut donc les observer et vous mettre dans la peau de ces clients. La carte d'empathie, donc, comme son nom l'indique, elle est là pour représenter ce que les gens voient, entendent, pensent, disent, font, mais surtout de quoi ils ont peur et de quoi ils auraient besoin. Cela va vous permettre d'être vraiment en empathie avec eux. Alors, on le sait, connaître les problèmes, les frustrations, les besoins, mais surtout savoir ce que les gens veulent est extrêmement important pour concevoir votre discours, une présentation vraiment en adéquation avec votre cible, vos futurs clients. Donc voilà pourquoi on va utiliser une carte d'empathie. Bien entendu, cette carte d'empathie, elle ne va pas être le tout de votre travail. Elle va en poser les bases, mais le grand intérêt de commencer par ce travail, hein, c'est un véritable travail d'imagination, plutôt que par un travail d'enquête sur le terrain, c'est d'aller chercher des éléments qu'une personne réelle n'aurait peut-être jamais exprimés spontanément. Alors, pour compléter une carte d'empathie, il est nécessaire de faire preuve de grande objectivité et d'apprendre ou réapprendre à connaître son client. C'est un outil qui est collaboratif. Il faut le compléter vraiment en imaginant une personne qui représente le mieux votre client. Et il faut cerner tous les éléments qui vont influencer votre client, toutes ses peurs, ses émotions, son ressenti. Donc, vous allez supposer l'environnement du client qui va conduire à des comportements, des préoccupations, des aspirations fortes. Donc, on la complète en utilisant des post-it, un crayon. Vous allez jeter des idées, vous n'allez pas écrire des phrases, mais des mots-clés qui vont vous permettre de vous mettre dans la peau de vos clients. Donc, il y a plusieurs rubriques à compléter. Donc, la rubrique de ce qu'il pense, ce qu'il ressent, mais qui n'exprime pas nécessairement. Pourtant, les pensées de vos clients vont conditionner de manière forte d'agir, de réagir et donc d'interagir. Dans la rubrique ce qu'il voit, c'est-à-dire c'est ce qu'il constate dans son entourage, sur son marché, les comportements des autres par rapport à la réalité vis-à-vis de laquelle il doit se positionner. Dans la rubrique ce qu'il dit, ce qu'il fait, eh bien, ce sont des mots, des actions qui peuvent être très différentes de ce qu'il pense en réalité. Et puis, ce qu'il entend, c'est-à-dire toutes les informations qui lui parviennent de l'extérieur en rapport à cette réalité. Alors, un exemple un peu concret qui peut vous aider à mieux comprendre à quoi va servir une carte d'empathie. Donc, imaginons Jean qui veut acheter un nouveau smartphone. Donc, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, il pense qu'il veut un smartphone qui le valorise, il ressent qu'il est unique et qu'il a donc besoin d'un appareil unique qui va le positionner par rapport à son entourage. Ce qu'il voit, il voit qu'il existe une offre importante, mais que la plupart des appareils sont de qualité médiocre. Et il voit que posséder un smartphone haut de gamme va induire chez les autres une envie de respect. Et puis, ce qu'il dit, ce qu'il fait, il dit qu'il n'est pas esclave de son smartphone, mais pour autant, il l'a en permanence dans les mains, il le pose toujours bien en évidence pour que les autres le voient, et puis il est constamment en veille sur les derniers modèles. Et puis, ce qu'il entend, il entend que les prix des smartphones de haut de gamme a augmenté, que les derniers sortis sont des vraies révolutions technologiques, très convoitées, mais que peu de personnes ont les moyens de se payer. Et de là,
eh bien, nous allons pouvoir détecter les frustrations de gens. Voilà, si nous souhaitons, nous, créer une entreprise de vente ou de création et vente de smartphones, on va pouvoir travailler sur le profil de gens, sur a-t-il les moyens financiers suffisants pour acheter le smartphone de ses rêves. Donc là, on est plus sur ses frustrations et ses attentes, un produit de qualité, mais qui rentre dans son budget. Donc, il est vrai que la carte d'empathie, c'est un outil plus sociologique que business. Pour le compléter, donc il ne faut pas se briguer à son seul projet, son seul service, son seul produit. Il faut vraiment prendre de la hauteur. Il faut étudier donc le comportement du client au quotidien dans son environnement. Et il faut donc dissocier le client de votre proposition commerciale et s'intéresser d'abord à sa personne et ses moteurs d'achat, son attitude vis-à-vis de. Il ne faut pas se concentrer seulement à l'attitude vis-à-vis du seul produit ou du seul service que vous voulez vendre. Donc, ça va vous permettre d'identifier des besoins, c'est-à-dire ces fameuses frustrations du client, et de voir quelle est la prestation, le produit qui va permettre de lever ses freins et lui apporter la solution. Quand on est en B2B, donc ça veut dire que l'on vend à des entreprises, on pourra aussi identifier le décisionnaire dans l'entreprise et travailler sur son comportement, donc le mettre au centre de la réflexion pour travailler cette carte d'empathie. Donc son environnement professionnel au quotidien pour voir quelles sont ses réflexions, ses actions et lui apporter la solution également. Donc, ce travail va vous permettre par la suite de faire des choix stratégiques en termes de produits, de services et de moyens de communication. Alors, on a appliqué là encore la carte d'empathie à notre cas pratique. Et là, notre porteur de projet s'est dit, tiens, je vais segmenter un client type. Je choisis un homme actif qui est père de 2 enfants, qui a 42 ans, qui est cadre supérieur, qui est sportif, qui est soucieux de sa santé et de son impact environnemental. Donc, il est parti de ce postulat de départ et il a donc rempli la carte d'empathie. Donc, on va dire ce client type, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que la maison brûle, qu'il y a un effort collectif qui est nécessaire en termes de sobriété, que chacun a sa responsabilité, qu'il y a quand même un engagement globalement croissant des consommateurs pour le mieux consommer, avec des actions de boycott, des actions individuelles, et puis même des actes d'achat concrets, notamment en alimentaire, tout autour du bien manger. Ce qu'il ressent et ce qu'il pense, il a envie d'inculquer le respect de la planète à ses enfants. Il veut également préserver la santé de sa famille, parce qu'il fait le lien entre alimentation et bonne santé. En même temps, il a quand même envie d'éviter au maximum les frustrations et les contraintes dans son quotidien. Ce qu'il voit concrètement, comme nous tous, les effets du réchauffement climatique, le développement d'actions très concrètes dans divers domaines, le RSE par exemple chez son employeur, les voitures et les vélos électriques, les enseignes spécialisées bio qui pullulent, et puis parallèlement à ça, globalement une hausse des prix. Donc ce qu'il dit et ce qu'il fait, en termes de courses alimentaires, il alterne entre le marché du samedi, un drive en semaine et du dépannage en épicerie de quartier. Et clairement, c'est quelqu'un qui préfère acheter mieux, mais moins. Alors, c'est aussi bien dans l'alimentation que, par exemple, dans le prêt-à-porter, dans l'électronique, le seconde main, etc. Et ce client-là, il a, en termes de problèmes, d'avoir à gérer des valeurs qui sont fortes, des valeurs personnelles fortes qu'il a à cœur de développer dans son quotidien, mais en même temps un budget restreint. Et puis, en termes d'aspiration, il a envie d'un monde meilleur et qui soit plus équitable, mais en même temps, il n'est pas forcément prêt à, on va dire, renier sur sa qualité de vie. Voilà typiquement un exemple de carte d'empathie complétée. Pour les personnes qui auraient une activité nécessitant la prise d'un local, il va être important du choix du lieu de l'implantation et donc l'étude de la zone de chalandise. Donc, la zone de chalandise, elle dessine un espace qui entoure un point de vente et dans lequel provient la majorité de la clientèle potentielle, donc d'un commerce. Elle est calculée en fonction de divers éléments, le nombre d'habitants, l'attractivité, le chiffre d'affaires des commerces concurrents, les différentes infrastructures qui se trouvent autour. Et la zone de chalandise, elle peut être calculée selon 2 méthodes. Soit on calcule le nombre de kilomètres carrés autour du point de vente, soit on calcule le temps de transport pour accéder au point de vente. On dit que la première méthode, elle est isométrique et que l'autre méthode est isochronique. Donc, l'étude de la zone de chalandise, elle est nécessaire avant toute implantation de la boutique ou du commerce pour s'assurer du potentiel de vente et des critères
étudier donc le nombre habitants, le nombre de ménages ou la consommation moyenne. On va identifier une zone primaire qui est à 5 minutes du point de vente, une zone secondaire qui est à 10 à 15 minutes du point de vente et une zone tertiaire qui est supérieure à 15 minutes. Donc, dans notre projet fictif, notre porteur de projet, lui, il a identifié un local à Verrières et il a tracé donc sa courbe isochrone à 5 minutes en voiture en intégrant donc tous les établissements scolaires et le niveau de revenu des habitants. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'identification de la zone sur le diaporama. L'autre outil pour mieux connaître vos clients et leurs besoins, clairement, c'est l'enquête. Elle permet justement, cette enquête, de confronter tout le travail d'imagination dont on vous a parlé précédemment et quelque part de l'exposer à la réalité concrète du terrain, de vérifier qu'entre ce que vous imaginez et la réalité des choses, il y a quand même un lien. Ce travail, du coup, d'enquête, il est fait pour valider l'existence d'un potentiel client suffisant et au final, poser des hypothèses de chiffre d'affaires sensées. Il y a deux types d'enquêtes, les qualitatives et les quantitatives. Qualitative, c'est dans l'idée de comprendre son client et ce sont des études qui se réalisent pour des activités souvent en B2B ou dans le cadre de focus group, c'est-à-dire des petits entretiens avec des personnes cibles pour un test produit, par exemple. Et puis les enquêtes quantitatives, plutôt pour des activités en B2C, dans un objectif de volume et de mesurer un potentiel client. Alors, comment on s'y prend pour préparer ces enquêtes? Pour les enquêtes quantitatives, il vous faudra monter ce qu'on appelle un questionnaire pour sonder un échantillon représentatif de clients potentiels. Donc, ça implique deux choses. Déjà que votre échantillon soit représentatif, sinon il ne sera pas exploitable en termes de résultats. C'est pour ça que, quel que soit votre projet, on vous conseille d'obtenir au moins 75 retours, 75 réponses à votre questionnaire. L'enquête, elle peut se faire en face à face, couplée ou non avec une diffusion sur Internet, via des sites spécialisés ou pourquoi pas des groupes d'intérêt sur les réseaux sociaux. Attention, l'enquête sur Internet, elle a le gros avantage de vous permettre d'avoir rapidement du volume de réponses, mais il faut toujours vérifier que les personnes rentrent dans votre cible client. Et par exemple, pour un commerçant de détail, que géographiquement, elles sont dans votre zone de chalandise et donc susceptibles de venir concrètement acheter et consommer chez vous. Le questionnaire, il doit être vraiment travaillé, réfléchi en amont pour vous permettre, à l'issue de sa diffusion, de tirer des conclusions concrètes. Faut vraiment que chaque question, la réponse ait un intérêt pour vous dans le montage de votre projet. Comment construire son questionnaire? Alors, plusieurs conseils à vous donner. Premier conseil, les questions doivent être courtes et compréhensibles par le plus grand nombre. Globalement, soyez bref. Ne dépassez pas une quinzaine de questions, sinon le sondé il va vite se lasser, que ce soit en face à face ou sur Internet. Privilégiez toujours les questions fermées avec choix multiples pour faciliter le traitement des réponses. Construisez votre questionnaire en entonnoir, en partant des questions les plus générales pour arriver à des questions plus particulières sur votre produit ou votre service. N'hésitez pas à utiliser des tranches pour des questions délicates comme l'âge, le budget, la catégorie socio-professionnelle. Globalement, votre questionnaire il doit vous permettre d'obtenir des informations sur comment le client consomme déjà sans vous, à quelle fréquence, quel budget, quel panier moyen, et du coup, qu'est-ce qui peut potentiellement leur manquer et qu'est-ce qu'ils penseraient de votre projet à vous. Ce qu'il faut dans tous les cas, c'est prendre le temps de tester votre questionnaire avant de lancer l'enquête. Vérifier le temps de votre questionnaire, les fautes d'orthographe, globalement la compréhension et la cohérence des questions. N'hésitez pas à sonder une dizaine de personnes autour de vous. Pour l'enquête qualitative, cette fois, il ne va pas vous falloir monter un questionnaire, mais plutôt ce qu'on appelle un guide d'entretien. Cette enquête, elle est plutôt en B2B, en entretien individuel et en focus group. Le plus important dans ces enquêtes, c'est de réaliser des entretiens individuels ou en petits groupes, de 2 à 10 personnes maximum, sinon c'est difficilement exploitable ensuite. Il vous faut créer une ambiance propice à la discussion, donc vous pouvez veiller à l'importance du choix du lieu. Et dans ces enquêtes qualitatives, il vous faudra faire preuve d'observation, d'écoute, d'empathie et trouver des modalités d'enregistrement des réponses pour ne surtout pas influencer la personne dans son discours. Donc en fait, quand on fait des entretiens qualitatifs, il y a beaucoup d'organisation en amont. Il faut préparer votre guide, il faut travailler votre discours, déterminer un lieu, tous les outils que vous allez mettre à disposition des sondés, peut-être que vous allez proposer, je ne sais pas,
des échantillons de matière, la présentation d'un prototype, la dégustation de produits. Vous allez devoir souvent mobiliser des personnes ressources pour prendre des notes, enregistrer en vidéo ou en audio. Il vous faudra bien cadrer le temps parce que sinon ça peut vite s'éterniser. Et surtout, bien évidemment, ne pas conduire d'enquête avec un panel d'amis ou de proches qui ne correspondront pas forcément à la cible et ou qui voudront surtout vous faire plaisir. Dans le guide, l'idée, c'est un petit peu comme dans le questionnaire d'enquête, de travailler en entonnoir et de faire un constat existant et déterminer ensuite les attentes pour une nouvelle offre. Donc, dans le constat existant, vous pouvez interroger votre interlocuteur sur les caractéristiques, les fonctionnalités des services ou des produits qu'il utilise déjà, ses critères de choix. Est-ce qu'il est amené à utiliser des services complémentaires à la vente de produits, par exemple? Et qu'est-ce qu'il attend d'une nouvelle offre? Est-ce que selon lui, il y a des attentes qui ne sont pas encore servies par le marché? Quels sont finalement les axes de création de valeur, en fait? Dans cette interview, là encore, vous irez du plus général au plus particulier, de la situation actuelle à la situation prospective. Minutez et testez bien votre guide d'entretien au même titre que le questionnaire d'enquête quantitative. Les entretiens quali peuvent durer de 1 à 2 heures en face à face et de 20 à 30 minutes au téléphone, pas plus. Là, pour le coup, privilégiez un maximum de questions ouvertes et également des questions de relance. L'idée, c'est vraiment de récolter du verbatim pour préparer ensuite votre argumentaire commercial. Dans cette enquête quali, l'interlocuteur, il ne doit pas avoir l'impression de répondre à un questionnaire. En fait, ça doit vraiment se passer comme un échange informel où vous le laissez parler tout en ayant en tête, bien sûr, votre guide d'entretien. Dans tous les cas, toutes ces enquêtes doivent vous permettre d'avoir une vision et une perception plus explicite et on va dire plus précise des besoins exprimés par le marché et surtout par les clients, de connaître les critères discriminants de sélection de nouveaux entrants et puis de vous dégager des pistes de développement qui seront très opérationnelles. Ensuite, il vous faudra forcément compiler tous ces résultats. Si vous construisez par exemple un questionnaire quantitatif en ligne via Google Forms ou un autre site, l'analyse elle est grandement facilitée parce que les résultats seront moulinés directement par le site et ils vous seront tout de suite présentés sous forme de pourcentage ou de graphique. Pour l'enquête qualitative, là, l'analyse elle sera forcément plus longue, mais extrêmement intéressante parce que vous aurez écouté les clients cibles qui auront, on va dire, qui auront eu l'opportunité de largement s'exprimer et de vous donner des informations qu'ils n'auraient pas forcément mentionnées, comme disait Géraldine tout à l'heure, dans une enquête quantitative. Voilà, Google Forms, c'est un outil pour nous le plus simple et le plus efficace pour monter votre questionnaire d'enquête quantitatif. Là, on vous a donné l'exemple de l'introduction du questionnaire de notre porteur de projet pour sa super aide bio. Il donne une petite introduction et puis ensuite, il déroule ses questions. Vous rappelez également que dans le questionnaire d'enquête, c'est toujours intéressant de commencer en introduction par des questions un petit peu d'ordre général, mais l'idée, c'est surtout de sonder vos clients sur les tendances de consommation en local et de les sonder également sur les innovations attendues. Donc, n'hésitez pas à poser des questions un petit peu originales parce que le reste, vous aurez pu vraisemblablement le déterminer dans votre enquête macroéconomique. Donc, pour la clientèle, il existe donc pour collecter toutes ces informations des sites spécialisés. Pour faire pour une première bonne approche, en fait, vous pouvez utiliser Créatest, qui est un site qui peut vous donner accès à des questionnaires déjà délivrés, en fait, et qui peut vous permettre de trouver l'inspiration pour réaliser votre propre questionnaire. Et quant à l'outil qui permet donc la réalisation du questionnaire, Maud en a parlé tout à l'heure, on vous cite Google Forms, mais il y en a d'autres. L'avantage de Google Forms, c'est qu'il est gratuit et il vous permet donc de manière très pédagogique, très ludique, d'écrire vos questions et puis surtout après, une fois que vous diffusez le lien vers ce questionnaire, d'interpréter tous les résultats et de faire ces fameux histogrammes ou calendaires de manière automatique et donc lisible et que vous pourrez ensuite réutiliser pour votre business plan. Donc, utilisez ces deux sources qui sont quand même assez intéressantes pour travailler votre questionnaire.
Nous en venons donc maintenant à l'analyse, la synthèse et la conclusion de votre étude de marché. C'est le gros travail de cette étape qui est vraiment d'identifier par rapport à toutes les informations que vous avez collectées, quelles sont les informations pertinentes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne devez pas vous noyer, ni noyer le lecteur de votre business plan avec des données qui partiraient tout azimut, ou non sélectionnées et non suffisamment analysées. Donc, vous devez être pertinent et précis. Donc, une fois un premier tri strict effectué de l'ensemble des informations que vous allez finalement utiliser pour votre étude de marché, vous devez les analyser par rapport à votre projet, ce qui vous permettra de faire ressortir un surplus d'informations inutiles ou incohérentes, et à l'inverse, cela fait souvent également ressortir un manque d'informations. Puis il faudra encore, grâce aux informations que vous aurez définitivement sélectionnées, clarifier la présentation de votre étude de marché, et vous réaliserez alors la synthèse de cette étude de marché en utilisant une présentation qui va du plus large au plus précis, en réalisant des paragraphes sur le marché, l'offre, la demande et l'environnement. Ensuite, il faudra réaliser la conclusion de cette étude de marché qui permet de faire ressortir les éléments clés de succès. Et il existe là un outil qui s'appelle le SWOT ou le MOF en français, qui recense les menaces et les opportunités et les forces faiblesses du projet. Alors effectivement, c'est un tableau que vous connaissez très certainement et qui permet de présenter clairement et simplement les résultats globaux de votre étude de marché. Donc, on distingue en externe tout ce qui peut être menaces et opportunités, qui sont liées plutôt vraiment à l'externe, c'est-à-dire à votre secteur d'activité, à la conjoncture économique, à la réglementation. Et puis, tout ce qui peut être force et faiblesse vraiment en interne, au regard de la nature de votre projet et ou de votre personnalité. Alors là encore, on vous l'a, on va dire, personnalisé en fonction de notre cas pratique. Pour notre épicier local bio à Verrier, les forces, c'est que lui, il veut se monter en indépendant et que pour lui, c'est un vrai argument dans le choix et la garantie de sélection et de qualité de ses produits, puisqu'il est tout à fait autonome et c'est lui qui travaille de la manière dont il le souhaite. Autre force intéressante pour un commerce de détail, c'est qu'il a identifié un emplacement à potentiel, donc sur la commune de Verrier, sur un axe effectivement de CSP plutôt à fort pouvoir d'achat, qui seront donc vraisemblablement sensibles à des produits locaux et de qualité. Il a prévu un aménagement intérieur soigné et surtout, il va beaucoup communiquer sur un service client de qualité et personnalisé. En termes de faiblesse, il reconnaît bien volontiers que c'est une reconversion professionnelle, ce n'est pas quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience en tant que commerçant derrière lui, et il est d'origine parisienne, il n'est sur la région que depuis 2 ans, et du coup, c'est vrai qu'il n'en connaît pas encore toutes les subtilités. En termes d'opportunités sur le marché, il y a un développement globalement du marché du bio et notamment des centrales d'achat qui permettent du coup, on va dire, des achalandages à optimiser. La relation client est de plus en plus digitale et lui, ça lui plaît beaucoup parce que c'est quelque chose auquel il est sensible. En termes d'innovation, il y a pas mal de choses à imaginer dans l'expérience client, mais également en termes d'innovation technologique, si on reparle notamment du distributeur de produits 24/24. Et puis, lui, il aimerait aussi tenir compte du fait que dans ces métiers-là, les salariés sont soucieux de leurs conditions de travail, qu'ils ont besoin d'être motivés et du coup, notamment en termes de rémunération, de disposer de revenus suffisants pour ensuite optimiser leur fidélisation. En termes de menaces propres à ce secteur d'activité, on l'a vu déjà tout à l'heure, il y a une réglementation qui est très contraignante à divers niveaux, que ce soit réglementaire produit et également réglementaire accueil de public sur site. Globalement, on reste dans un contexte inflationniste avec une baisse du pouvoir d'achat, une forte intensité concurrentielle et puis globalement des difficultés de recrutement qui là sont assez perceptibles, notamment dans le commerce. Voilà. Donc, nous venons de vous présenter la méthode classique de la réalisation d'une étude de marché avec la collecte d'informations sur le secteur d'activité, les clients, la concurrence, les fournisseurs, si vous êtes concerné. Mais il existe une autre méthode qui est beaucoup plus pragmatique pour tester son marché, c'est l'effectuation. Alors, la méthode de l'effectuation, elle est très intéressante, mais elle n'est pas adaptée à tous les secteurs d'activité.
Donc, il faudra voir si elle est adaptable ou pas pour votre projet. C'est une logique de présentation et donc chacun doit se faire son opinion sur le sujet. Alors, quelques explications. Nous avons tous pour habitude de choisir un but à atteindre et de chercher ensuite les moyens d'y parvenir. Par exemple, pour partir en vacances, on se met tous d'accord sur une destination avant de prendre une carte pour trouver l'itinéraire à suivre pour y arriver le plus rapidement possible. Donc, c'est très logique et simple. Et pourtant, ce n'est pas la manière dont un entrepreneur s'y prendra s'il se met en mode effectuation. L'entrepreneur, dans ce cas-là, il va commencer par regarder ce qu'il a entre les mains, les moyens dont il dispose. Une fois cet état des lieux fait, l'entrepreneur choisit son but. C'est un renversement complet de la manière d'aborder le problème de l'innovation et de l'arrivée sur un nouveau marché. L'idée sous-jacente est simple, c'est quels sont les effets potentiels des moyens que vous avez à votre disposition. C'est une démarche qui est très itérative. On part d'un prototype imparfait qui est amélioré au fur et à mesure, des confrontations avec les différents interlocuteurs, des clients potentiels que vous allez rencontrer et qu'il faudra bien sûr écouter pour adapter votre produit à leurs besoins. C'est un peu le principe du MVP, le Minimum Value Product, pour ceux qui connaissent. Alors, le MVP, justement, c'est la version la plus minimaliste possible d'un produit ou d'un service. C'est le minimum acceptable qui va être testé auprès des utilisateurs, auprès de vos futurs clients, avant le lancement de la version aboutie du produit. Les retours que vous allez obtenir, ils vont vous permettre d'améliorer ce MVP, de l'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités par itération jusqu'à devenir le produit fini. L'objectif, en fait, c'est de récolter un maximum d'informations en produisant le minimum d'efforts. Alors, comme disait Géraldine, c'est une méthode qui n'est pas applicable pour toutes les activités. Elle est notamment très adaptée pour tout ce qui est projet dans le domaine de l'informatique. Par exemple, vous souhaitez lancer une plateforme Internet de mise en relation entre une communauté d'experts et des clients cibles, votre MVP, ce sera la V0 du site. Ça peut être tout simplement une landing page pour déjà commencer à la tester auprès de clients et adapter au final vraiment les fonctionnalités de la plateforme sur la base de remontées terrain. L'intérêt du MVP, il est, on va dire, triple. C'est déjà de limiter le risque de poursuivre le développement d'un produit qui, au final, ne remporte pas le succès escompté. C'est aussi de limiter les coûts parce que vous allez engager peu de budget dans la conception du MVP et si il s'avère être un échec et que le projet est stoppé, au final, vous aurez dépensé peu d'argent. Et puis, c'est surtout d'obtenir une validation client pour le produit. Donc, vous l'avez compris, l'étude de marché, elle est essentielle pour valider votre projet. Il existe plusieurs méthodes pour faire son étude de marché. Donc, étudier des projets similaires, évaluer les intentions d'achat avec des enquêtes clients, terrain, tester le projet en grandeur nature, comme l'effectuation ou le MVP. Alors, l'idéal, vous me direz, c'est un peu de tester un mix de tout ça, voir ce qui est pertinent par rapport à votre projet d'entreprise et votre secteur d'activité, et puis faire des hypothèses pessimistes et optimistes de votre chiffre d'affaires. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Mais d'abord, vos questions. Alors, au niveau des questions, je vais essayer de prendre la question de Jacques qui nous dit « J'ai un tout petit projet de vente sur les marchés. Une étude de marché est-elle vraiment nécessaire ?» Alors, pour nous, oui, parce qu'en fait, la taille du projet, ça n'a que peu d'importance. L'essentiel, comme on vous l'a dit, Jacques, c'est de déjà comprendre comment le marché fonctionne sans vous, qui sont vos concurrents et de quoi ont besoin vos clients, en fait. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et du coup, voilà, c'est de vérifier quand même que les produits que vous allez proposer sur les marchés, ils peuvent trouver preneur. On a une deuxième question de Marie. Peut-on sous-traiter son étude de marché? Alors, oui, c'est possible, mais on vous conseille quand même de mener une partie des actions vous-même pour être vraiment en prise avec le terrain, parce que sous-traiter, c'est coûteux, donc ça peut vous coûter plusieurs milliers d'euros, et la qualité du rendu, elle est assez aléatoire selon un interlocuteur que vous allez prendre, et aussi, il faudra prendre en compte la gestion du temps, de voir le timing que le sous-traitant va mettre en œuvre pour réaliser votre étude de marché et est-ce que ça correspond au temps que vous êtes alloué pour la mise en place de votre projet. Donc là, vous pouvez effectivement travailler avec l'IUT, avec l'université de Savoie ou avec des professionnels de l'étude de marché où là, les coûts seront beaucoup plus onéreux. Mais encore une fois,
faites bien le rétro-planning pour cette étude de cas. Gilles nous demande quel est le temps de travail nécessaire si on suit toutes les étapes. Voilà, c'est très aléatoire hein, selon la nature de votre projet. Alors, ce qu'on ne peut pas vous cacher, c'est que l'étude de marché, c'est systématiquement la partie la plus chronophage de tout projet de création. Mais comme disait Géraldine, si vous faites l'impasse sur cette étape, vraiment, le projet, pour nous, il n'a pas de fondation. Il sera bâti sur du sable. Je ne sais pas, en termes de fourchette, si on veut vous donner quelque chose de cohérent, on peut dire entre 2 et 6 mois en moyenne, en termes de timing. Et puis, on prend une dernière question, celle de Charlotte. Pour la conduite des enquêtes, comment administrer son questionnaire? Donc là, par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, Maud, il faut bien distinguer les projets qui sont en B2B, donc les projets où votre clientèle, finalement, ce sont des entreprises, et puis ceux qui sont en B2C, où les clients, ce sont des particuliers. Si vos clients sont des entreprises, on va privilégier des enquêtes qualitatives, donc des entretiens individuels en face à face. Et puis pour les projets pour lesquels le client sont des particuliers, et bien là, dans l'idéal, on peut coupler une enquête quantitative. Donc là, on envoie un questionnaire en ligne et on a un ensemble de questions auxquelles l'individu répond à une vingtaine de questions. Et puis, on peut le coupler à une enquête qualitative en focus group qui va permettre d'avoir un échange direct avec lui pour tester tel ou tel produit. Voilà, on va clôturer sur ces questions. On espère du coup que ce diaporama vous aura apporté des réponses à vos questions dans la méthodologie de conduite d'une étude de marché. Vous rappelez que la Chambre de commerce, bien sûr, reste à votre entière disposition pour la suite, que vous pouvez, s'il y a des questions en complément, scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et être mis en relation avec un conseiller qui, du coup, répondra à votre question. Et puis, globalement, sur notre site Internet, vous avez, si la slide veut bien s'afficher, voilà, dans la partie création, reprise, tout le détail de nos prestations d'accompagnement, les webinars, les ateliers collectifs, les accompagnements individuels, les petites formations qu'on a évoquées déjà dans cette intervention. N'hésitez pas, prenez l'information et puis dès que vous avez besoin vraiment d'évoquer votre cas particulier, vous décrochez votre téléphone et nos collègues de l'espace entreprise vous répondent. Merci à tous. Merci beaucoup, très bonne continuation et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.